Muriel, du coup, c'est à toi. Donc, on attend un petit peu. Bonjour à tous. Alors là, on va prendre un petit peu de temps juste pour que tout le monde se connecte. Voilà, quelques minutes, de petites minutes, et puis on pourra démarrer. En tout cas, bonjour à tous. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui sur notre troisième webinaire atelier, où on va parler de la remobilisation, de la mobilisation du personnel en temps de crise et hors de crise. N'hésitez pas à vous inscrire pour les autres ateliers, étant donné qu'ils seront tous disponibles en replay par la suite, et également à télécharger nos kits. Pour le premier qui était le kit onboarding, le deuxième avec le questionnaire RH pour se remettre en question par rapport à notre affichage obligatoire, les obligations de l'employeur. Et aujourd'hui, où on pourra vous transmettre le kit sur la bienveillance, le management bienveillant. Voilà. Alors, encore 1 ou 2 minutes et on pourra démarrer. J'en profite également pour vous dire si vous avez des questions ou autres sur cet atelier ou même sur d'autres, on pourra répondre à vos questions. On va essayer de le faire à la fin de ce webinaire. Donc vous avez normalement un petit onglet pour pouvoir le faire qui est sur votre droite, c'est à peu près comme chez nous la boîte de dialogue. Donc n'hésitez pas dans questions ou alors si vous chattez. C'est du pareil au même, on pourra regarder puis répondre au mieux à vos questions. Voilà. Après, vous pouvez toujours nous contacter au cabinet directement à la fin du webinaire. Écoute Muriel, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Ok. Alors, donc ce troisième webinaire de notre série spéciale RH aujourd'hui est consacré, comme le disait Lisa, à tout ce qui est autour de la motivation salariée, remotiver, donc autour des entretiens, du management de façon schématique. Alors, donc Lisa anime principalement ce webinaire aujourd'hui. Moi, je suis en support et donc la semaine prochaine, ce sera mon tour. Présentation solo geste pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissaient pas encore beaucoup. On le remet sur chaque présentation webinaire. Voilà, donc on est un cabinet comptable présent dans la région Grand Est depuis 1984. Et nous avons 4 sites, le siège social à Saint-Julien-les-Metz et les 3 autres sites sur Yutz, Mont-Blanche et Pont-à-Mousson. Voilà, notre effectif consolidé est de près de 80 salariés, dont 6 associés et notre devise, c'est grandissons ensemble, donc avec vous. Alors notre offre, pour schématiquement rappeler le cœur de métier autour de l'expertise comptable, historiquement, s'est étoffé au fil du temps avec du conseil, de la gestion sociale, avec toute une équipe pôle social qui fait les payes pour tout ce qui est déclaration sociale pour les clients, du commissariat aux comptes, et plus récemment, tout ce qu'on peut faire en accompagnement digitalisation avec notamment la cybersécurité. Vous avez eu un webinaire sur la thématique il y a peu de temps. Pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, vous pouvez toujours nous demander pour le voir en replay. Et puis les ressources humaines aussi, plus récemment, avec Lisa et moi, qui pouvons vous accompagner à la fois sur du recrutement, ou sur du pilotage de votre formation, du plan de formation salarié, tout ce qui est déploiement des entretiens obligatoires dans les entretiens professionnels, la sécurité au travail, divers sujets autour des RH. Voilà, donc on veut vraiment vous accompagner de façon globale sur différentes thématiques. Alors voilà Lisa, je te laisse la parole pour la suite. Super, merci beaucoup Muriel. Oui, donc comme nous l'avons évoqué un petit peu plus tôt, aujourd'hui, ce webinaire va permettre à faire le point et mobiliser ou remobiliser la motivation de vos salariés. Donc pour ça, voici notre plan aujourd'hui. Donc on va faire le point sur la situation, donc cette situation de crise.
On verra donc un petit peu en détail ce qu'est cette génération du bien-être au travail, comment actionner les bons leviers de motivation aujourd'hui, les incontournables du manager 2.0, le management hybride, nos conseils pour une expérience collaborateur réussie, les tendances actuelles, donc avec un petit focus qu'on vous fera donc en fin de webinaire sur le nudge management. Alors, partie 1, donc le point sur la situation. Donc, qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui avec le Covid? Donc, l'IFOP et Aladom ont fait une petite enquête auprès de plusieurs Français, donc je crois que c'est sur un échantillon de plus de 1000 personnes, donc sur les impacts du Covid sur la vie des Français. Donc là, ça va vraiment être sur le plan psychologique. Donc, qu'est-ce qu'on en retire largement? C'est que le moral est de plus en plus mauvais. Donc vous voyez ici les 4 histogrammes, donc avec une augmentation, donc passant de 16 au premier confinement à 30 pendant le couvre-feu. Donc c'est une enquête très récente qui a été réalisée en mars 2021. Donc, ce qu'on peut voir également avec le petit rond qui est au-dessus de l'histogramme. Donc, sur ce graphique, on voit clairement que 47% trouvent cette situation insupportable, ce qui est quand même quelque chose d'alarmant qui fait peur. Donc, les dangers se multiplient avec cette crise, donc de par différents facteurs. Et 59% des Français ont ressenti des troubles ou manques depuis le début de la crise. Alors, qu'est-ce que ça va être plus précisément? Donc, on a essayé de lister un petit peu ces facteurs. Donc, déjà, la peur, évidemment, de la maladie due à cette crise sanitaire. L'augmentation des addictions. Donc, les addictions, ça peut être tout ce qui est alcool, drogue, également le jeu. Voilà, donc des choses qui sont quand même assez graves, notamment pendant le travail. Le télétravail, donc ça, évidemment, le grand pan aujourd'hui, la chose, je pense, dont on entend le plus parler, donc avec notamment les RPS que ça peut engendrer, les risques psychosociaux comme l'isolement. Perte de la déconnexion. En effet, il y a perte de la connexion humaine, mais perte de la déconnexion, c'est-à-dire que voilà, les horaires de travail ne sont plus respectés. En télétravail, on va travailler un petit peu aux heures dont on a envie. On ne va pas forcément respecter les temps de pause. Donc, en tout cas, ça va être un peu plus compliqué de gérer cela et de faire respecter. La surcharge de travail, parce que forcément, qui dit distant dit moins de contrôle, moins de pouvoir, on va dire, d'alléger cette charge. Comme on ne voit plus la personne, on ne peut pas se rendre compte. Voilà, le manager qui va être distant, donc ça va être très compliqué pour eux en ce moment. Donc le but aujourd'hui de ce webinaire, donc de garder le management, on va dire, humain, que ce soit à distance et en face à face, évidemment. Ça, il ne faut pas le mettre de côté, on le verra un peu plus tard. Et donc, tout ça fait que, en fait, les leviers de motivation aujourd'hui sont gelés ou suspendus, comme les réunions, le lien social est perdu. Et donc, qu'est-ce que ça entraîne? Donc, une déshumanisation du travail, une hausse de l'absentéisme, donc des RPS, TMS, donc risques psychosociaux et troubles musculo-squelettiques. Donc, si vous voulez, à côté, il y a un petit graphique qui peut vous expliquer. Donc, les troubles musculo-squelettiques, en fait, viennent d'une sursollicitation biomécanique. Par exemple, ce qu'on va avoir face aux écrans donc, en télétravail, ça va être donc la posture générale et puis les problèmes qui peuvent arriver à force de répéter les mêmes mouvements, donc une sursollicitation biomécanique, donc généralement canal carpien, coude, voilà, tout ce qui est aspect supérieur du corps, selon la posture également quand on est assis au dos. Voilà, donc les sollicitations peuvent entraîner des troubles musculo-squelettiques. Ça entraîne évidemment du stress et il y a également les facteurs psychosociaux qui jouent et qui viennent amener encore de nouveaux dangers et risques. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une multiplication de ces facteurs et d'où l'importance de vraiment faire attention à cela et d'entourer vraiment aujourd'hui ces équipes donc sur tous ces aspects. Donc, ce qui va entraîner une perte de l'engagement, de la motivation et tout court une perte humaine parce que les personnes, voilà, si elles sont surchargées, stressées, qu'il y a des risques pour leur santé, leur sécurité, clairement, elles ne resteront pas dans l'entreprise actuelle, d'où l'importance aujourd'hui de prendre cela en charge.
Donc, c'est une crise qui déshumanise, on l'aura compris, avec le télétravail, avec la perte de liens. Et donc, on va s'intéresser en fait à l'origine déjà du mot crise. Donc, en France, cela vient du grec, donc crisis, qui veut dire décision. Donc, c'est quelque chose que l'on prend en compte, on prend une décision pour parer à cela. Alors qu'au Japon, Waiji, donc Wei, danger, et Ji, opportunité. Donc, on voit vraiment que c'est contrasté, que cela dépend des mœurs de notre culture également, et que cela est très subjectif au final. Donc, comment faire finalement pour faire de cette gestion de crise un projet commun pour nos équipes et donc vraiment de créer une cohésion autour de cela et donc de ne pas diviser. En France, évidemment, parce qu'au Japon, si c'est opportunité, c'est assez positif. Chez nous, ça reste assez négatif. Donc, on va voir cela avec un comportement résilient. Ici, vous avez la courbe d'Elisabeth Kübler-Ross. Donc, on se rend compte, encore une fois, que c'est assez négatif pour nous, le mot crise, étant donné que la courbe qui est liée au changement ressemble très similairement à celle du deuil, pour ceux qui auront reconnu. Alors, comment on peut gérer cette situation et donc rendre nos équipes résilientes, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent à la crise et non qu'elles la subissent. Donc, tout simplement, il faut connaître cette courbe. 4 différentes étapes, grosses étapes, hormis voilà, les petites qu'on peut voir également sur la courbe en elle-même. Donc, le choc, donc, voilà, on prend en compte cette crise, la remise en question, donc la prise de recul par rapport à la situation, la remobilisation, donc là, ça va être l'acceptation déjà de la situation, la découverte du sens, donc c'est-à-dire qu'est-ce que ça modifie aujourd'hui réellement, qu'est-ce que je peux faire, et ensuite, il va falloir engager pour tout simplement que la personne accepte et que ça innove même par rapport à cette situation. Donc pour cela, il y a 4 mots-clés que vous avez directement, c'est-à-dire informer, guider, encourager et reconnaître. Donc reconnaître aujourd'hui qui prend un réel sens avec la reconnaissance qui est demandée par cette nouvelle génération. Parce que au-delà du comportement résilient, il va falloir également prendre en compte les besoins de cette génération afin de pouvoir les emmener dans l'engagement. Ce que nous allons voir en deuxième partie, donc la génération du bien-être au travail. Alors, je voulais revoir avec vous déjà la genèse de cet aspect de bien-être, de bonheur au travail. Comment on a pu en arriver là, étant donné que les baby-boomers sont vraiment différents des millennials aujourd'hui. Donc, tout est parti de 1968 avec cette période, ces gros mouvements de grève que nous avons eus, qui a entraîné le début de la qualité de vie au travail, donc du terme et on va dire du sens qui a pris un vrai rôle au sein des entreprises, qui a commencé son chemin. Donc en 2000, la vague de suicides chez France Télécom, donc avec les suicides qui ont lieu sur le lieu de travail pour vraiment protester contre ces conditions, a vraiment pris un tournant sur cette genèse du bien-être et est venu renforcer l'idée de qualité de vie au travail. Ensuite, plus récemment, le XXe siècle, on a le terme de bonheur au travail, qui aujourd'hui est un petit peu remis en question, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, étant donné que le bonheur est lié à quelque chose d'assez subjectif, alors que le bien-être au travail est quelque chose d'objectif. Et enfin, aujourd'hui, on peut même venir se poser la question du fait que cette genèse du bien-être est finalement transformée en mal-être avec l'arrivée de la Covid-19 et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on a pu voir auparavant, donc avec le télétravail, le digital, la surconnexion et puis tous les risques psychosociaux et troubles musculo-squelettiques que cela engendre. Donc, un petit focus sur les XYZ, donc la nouvelle génération qui envahit le marché actuellement du travail et donc pour qui il va falloir vraiment réfléchir, se positionner et comprendre afin de pouvoir répondre aux besoins et puis fidéliser ces équipes et être attractif. Donc, la souche X tout d'abord, donc les MTV Generation, donc entre 1960 et 1980. Donc les choses qui les ont vraiment marquées, ça va être l'économie, l'environnement et malheureusement la précarité de l'emploi, contrairement aux baby boomers, on va dire, et les générations auparavant.
les digital natives. Donc eux, 1980-2000, c'est la génération la plus populeuse sur le marché du travail actuellement. Ils ont vu le début d'Internet. Et c'est voilà, tout ce qui va être lié à l'innovation, les fortes valeurs, alors que tout ce qui va être instruction, hiérarchie, ça va être des choses qui vont être moins importantes pour eux. Et ils vont avoir de fortes exigences au niveau de la reconnaissance, comme je vous disais, de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Enfin, les Z, donc eux sont un petit peu encore en marge du marché du travail, mais ils vont tout de même arriver et ils se différencient encore un petit peu plus au niveau de la technologie, par exemple avec l'apprentissage qui va être par l'action, donc tout ce qui va être par les MOOC, les SPOOC, les choses vraiment online, qui vont plus être dans la théorie même, ils sont multi-identitaires, ultra connectés, la génération de la mondialisation également. Qu'il l'est peut-être un peu moins avec le Covid actuellement, mais en tout cas, c'est ce qu'ils aspirent. Donc, on voit vraiment un changement. Donc, déjà, entre les X, Y, Z, il y a déjà quelques changements. Donc, ça marque vraiment un trait par rapport aux générations passées. Donc, il va falloir le prendre en compte dans son management afin de pouvoir les manager et puis avancer, innover dans son activité. Je vous rassure, le désir de vivre heureux ou de bien vivre, de bien agir est l'essence même de l'homme, selon Spinoza. C'est-à-dire que malgré tous ces aspects à prendre en compte, l'homme va toujours vouloir bien travailler, on va dire, et puis au final avoir une certaine reconnaissance grâce à son travail de dur labeur. Donc nous arrivons à la partie 3. Donc, comment finalement actionner les bons leviers de motivation de par la crise, de par cette génération particulière et également les générations qui sont existantes, mais qui recherchent également aujourd'hui les mêmes besoins que les autres. Alors, petit sondage, donc ça va être à vous de jouer. Donc, à votre avis, quel est le principal levier de motivation en entreprise aujourd'hui? Donc, je vais lancer ce petit sondage, c'est parti. Normalement, il est ouvert. Je vous laisse le temps de cliquer. Il suffit tout simplement de cliquer sur ce que vous pensez. Je vous laisse quelques minutes pour le faire. Donc, à votre avis, ce serait plutôt la formation, l'évolution, la culture d'entreprise, la communication, les conditions de travail ou encore la rémunération. Je vois que tout le monde a cliqué. Je ferme. Voilà, et je vous partage les résultats. Donc, à 100%, la culture d'entreprise. Nous allons voir cela ensemble de suite. Et donc, pour la génération millennials, ce sont les conditions de travail qui viennent en premier. Donc, en effet, tout ce qui est marque employeur vient s'associer à cela. Mais voilà, oui, les conditions de travail avec le lien social, la reconnaissance, l'égalité, tout ça, c'est vraiment un des traits les plus importants. Ensuite, on va avoir la communication, la culture de l'entreprise, la formation, l'évolution et enfin la rémunération qui finalement arrive en 5e. Donc ça, c'est selon Tendance RH et le portrait de la génération Z qui a été publié comparé aux leviers principaux 2021. Alors, la rémunération, déjà en dernière position, ça peut peut-être interroger certains, se dire finalement, est-ce que du coup, on peut les payer moins cher? Non, pas du tout. En fait, la rémunération aujourd'hui est devenue une norme, malheureusement, on va dire, pour les entreprises, étant donné que c'est tout de même quelque chose de très conséquent pour nous. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose, il faut regarder par rapport à votre concurrence pour rester évidemment attractif. Mais ce n'est plus la seule chose à prendre en compte. Bon, vous l'avez bien compris de par vos réponses à notre petit sondage de tout à l'heure. Mais voilà, il va falloir appuyer sur d'autres choses. Donc là, petit résumé sur ce qu'ils aspirent vraiment aujourd'hui, ça va être des missions intéressantes, enrichissantes, qui aient du sens, vraiment une grosse quête de sens aujourd'hui, des perspectives d'évolution claires, donc ça va passer par la formation, l'intégration, et puis évidemment leur laisser la possibilité, la chance d'évoluer s'ils le méritent également dans votre institution. Une ambiance de travail agréable, donc ça malheureusement ça ne passe pas forcément que par les managers, mais ça y contribue quand même fortement avec la culture de l'entreprise.
et avec la Covid-19, donc ça va être un renforcement des mesures physiques, la flexibilité du temps de travail et des nouveaux modes d'organisation. Donc, plus de 7 cas sur 10 seraient ainsi prêts à accepter un poste moins bien rémunéré si l'entreprise réunit les 3 conditions principales, donc conditions de travail, communication et culture d'entreprise. Donc, c'est vraiment pour appuyer et vous montrer à quel point finalement cela est vrai aujourd'hui. Et donc là, on parle en tant que cadre, donc des personnes managers. 51% des répondants avaient déjà pratiqué le télétravail avant le début de la crise et ils estiment davantage capables de réaliser l'ensemble de leurs missions à distance que les autres. D'où l'importance de l'aménagement. 88% des répondants souhaiteraient poursuivre le télétravail malgré tout ce qu'on a pu voir auparavant. Voilà, donc deux choses à prendre en compte. Et ici, les ressources humaines ont un grand rôle à jouer de par la mise en place du télétravail, la gestion qui suit le télétravail et également tout ce qui va être autour et intégrer donc les conditions de travail, la communication et la culture d'entreprise, je dirais même la marque employeur, c'est-à-dire l'image interne et externe de votre entreprise. Donc, on a pu en parler sur les webinaires précédents et je vous invite à aller voir un petit peu plus si vous voulez plus de détails. Alors, pourquoi accorder autant d'importance à ces besoins finalement? Si jusqu'ici tout fonctionne bien, pourquoi on viendrait à changer quelque chose? Alors, tout d'abord, pour être en conformité légale, par exemple au niveau de la santé et de la sécurité au travail, donc, qui était sur le thème de notre webinaire précédent que Muriel Chamaré, ma collègue, a pu animer, que vous pouvez revoir en replay. Donc avec le DERP, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels, les violences qui peuvent menacer les salariés, donc qui viennent de l'interne et de l'externe. Et puis après, ce qu'on a pu dire en début de ce webinaire, donc tout ce qui va être les risques psychosociaux, troubles musculo-squelettiques, voilà, les préventions qui puissent exister aujourd'hui. Ne pas perdre en compétitivité, donc ça tout simplement parce que forcément s'ils ne trouvent pas cela chez vous, ils trouveront ailleurs. Les grandes entreprises sont vraiment parées à cela et très attractives par rapport à ce qu'elles peuvent offrir à la nouvelle génération. Et également l'innovation des grands groupes, donc ça toujours cela. Et puis tout simplement aussi pour amener du sang neuf au sein de vos équipes et puis innover et avoir des idées et des visions différentes. C'est aussi cela, l'attrait d'avoir différentes générations au sein de son entreprise. Et puis, enfin, tout simplement, parce que si le collaborateur est heureux, votre client sera satisfait. Donc, pour pérenniser et développer votre activité, tout simplement. Voilà, donc être heureux au travail rend les salariés 31% plus productifs, selon Harvard MIT. Ici, vous voyez, pour appuyer un petit peu mes propos, le cercle vertueux de la qualité de vie au travail. Donc, ça passe par un salarié qui va être engagé, donc qui va être enthousiaste, propose une meilleure expérience client, influence positivement l'équipe et donne des feedbacks et des idées pour toujours améliorer la qualité de vie au travail et le service. Et donc, forcément, cela déteindra sur votre client. Donc, avec un panier d'achat plus élevé, c'est-à-dire que voilà, que ce soit des achats ou des services, il va vouloir consommer plus, il sera fidèle, promoteur de votre marque et donnera également des feedbacks et des idées pour améliorer son expérience ou pourquoi pas vos services. Donc, c'est vraiment dans votre intérêt de gérer cette crise et le management de ces équipes, donc des équipes disparates. Comment motiver ces salariés aujourd'hui? Donc, 5 points. Donc, les perspectives d'évolution, comme on a pu parler, donc avec des opportunités pour se projeter, évoluer de manière cross-fonctionnelle, se former en continu, développer ses compétences. La quête de sens, donc une participation collective à un projet plus grand que soi. Donc ça va être vraiment de mettre les salariés en immersion dans vos projets, dans votre entreprise. L'impact positif du travail de la mission et de son employeur, s'il y a du sens derrière. L'équilibre de vie donc personnelle et professionnelle, donc avec la déconnexion. Donc ça, pour tout simplement faire une charte en interne, c'est tout à fait envisageable. Donc on peut vous accompagner également sur ce genre de mission. La flexibilité, home office, donc
télétravail et également, par contre, pour cela, respecter cet équilibre. Donc, du côté de l'employeur, mais également du côté du salarié qui doit normalement respecter la déconnexion, par exemple. Le 4, donc intérêt de la mission. Donc, ça va être la stimulation intellectuelle, donc voilà, des tâches qui ne sont pas trop rébarbatives et non dans l'analyse, ce que d'ailleurs la digitalisation essaie de nous permettre de réaliser. Les impacts du télétravail sur la société, du travail sur la société et mesurabilité des résultats. Donc de la mission, quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle finit, en gros des objectifs qui vont être SMART, donc spécifiques, mesurables, adaptés, temporels et puis atteignables, réalisables. Enfin, le mode de management. Donc, on va être dans la bienveillance aujourd'hui, dans l'écoute, le respect, l'ambiance. Donc, tout simplement là, que ce soit assez jovial, on va dire, rester professionnel en tout cas et ne pas découler au niveau de ses humeurs sur son équipe. La flexibilité toujours, l'autonomie et enfin la reconnaissance qu'il faut exprimer aujourd'hui. Partie 4, donc les incontournables du manager 2.0. Un petit sondage à nouveau. Donc, à votre avis, quelles compétences les entreprises recherchent chez un bon manager qu'elles ne recherchaient pas auparavant? Donc, je vais lancer de suite le sondage, donc comme pour le premier. Alors, excusez-moi. Alors, je suis désolée, je crois qu'il y a ce sondage qui est passé à la trappe. Alors, je suis désolée, je vais vous laisser si vous voulez peut-être nous l'inscrire dans le chat, tout simplement, donc nous dire ce que vous pensez. Donc, si c'est plus la gestion des talents et la créativité, la flexibilité cognitive et l'intelligence émotionnelle, la négociation et le contrôle qualité, ou encore la résolution de problèmes et le sens du service. Donc, vous pouvez tout simplement taper la réponse que vous pensez dans le chat. On verra un petit peu tous vos résultats et puis on voit ensemble la réponse dans quelques secondes. Donc, je vois déjà quelques personnes qui nous répondent. J'attends encore un petit peu pour avoir l'ensemble de vos résultats. Super. Alors, donc beaucoup ont répondu tout ce qui va être la gestion des talents et la créativité, mais donc les deux grandes qualités que l'on recherche aujourd'hui en 2020-2021, ça va être la flexibilité cognitive et puis l'intelligence émotionnelle qui apparaissent. Donc là, vous voyez un petit tableau. Donc des top qualités requises pour un bon manager avec un comparatif de 2015 à 2020, donc selon Davos. Donc, on a toujours évidemment la résolution de problèmes complexes, l'esprit critique, créativité qui sont montés, on va dire, dans les top 3. Mais voilà, tout ce qui va être intelligence émotionnelle et soft skills, en fait, va aujourd'hui être primordial. Donc, les entretiens du manager concrètement. Donc, il y a 4 différents types d'entretiens que le manager va avoir à réaliser. Donc, tous les entretiens qui vont être informatifs, de nature d'évaluation, d'avertissement, malheureusement, ou encore d'évolution. Donc, ils sont obligatoires ou facultatifs, mais ils sont tous nécessaires. Donc, ici, on vous a mis un petit tableau tout simplement avec ce qui est obligatoire et ce qui est facultatif. Donc, en obligatoire, concrètement, on va retrouver l'entretien professionnel qu'on va un petit peu détailler par la suite. Et dans les facultatifs, on va retrouver l'ensemble du reste, c'est-à-dire l'entretien d'évaluation annuelle, l'entretien de recrutement, d'intégration, d'évaluation de formation, disciplinaire, gestion de conflits, motivation, départ ou tout autre entretien qui serait nécessaire à la gestion de votre équipe. Donc aujourd'hui, il ne faut pas confondre l'entretien d'évaluation et l'entretien professionnel. Donc nous allons voir en détail chacun d'entre eux pour que vous puissiez vous faire une réelle carte mentale de ceci et réussir à les gérer, les manager en bonne intelligence. Donc, l'entretien professionnel, donc c'est une obligation depuis 2014 et a été réformé en 2018. Donc, concrètement, qui est concerné? Donc, ça va être toutes les structures qui ont un salarié parmi l'effectif. Donc là,
parmi l'effectif, on exclut évidemment tout ce qui va être apprentissage ou encore les stagiaires. Alors, les objectifs de l'entretien, donc ça va être clairement d'identifier le projet professionnel et répondre à la fois aux aspirations du salarié, aux besoins de l'entreprise, voir les actions qui vont être pertinentes à mettre en œuvre, donc au niveau des formations, que ce soit de la mobilité interne, de la valorisation des acquis par l'expérience, une VAE. Donc là, le conseiller également, par rapport par exemple au CPA, donc le compte d'activité personnelle, où on va retrouver le compte de formation. Voilà, on va pouvoir échanger avec lui, mais ce n'est vraiment pas, en tout cas, dans l'évaluation de son travail. C'est, si vous voulez, plus faire un bilan, un suivi des formations passées et visualiser l'avenir pour le faire évoluer ou faire évoluer certaines de ses compétences. Qui peut contrôler cette conformité par rapport à l'obligation d'entretien professionnel? Donc, en interne, ça va être tout ce qui va être les instances représentatives du personnel, donc le CSE, le délégué du personnel, voilà, tout ce qui peut représenter en fait vos collaborateurs. Et en externe, tout simplement, l'inspection du travail ou par contrôle juridictionnel. Donc là, à partir de là, ils peuvent faire une lettre donc recommandée avec vos obligations et vous risquez également certaines sanctions. Donc les pénalités pour les entreprises, ça va être de plus de 50 salariés et plus, évidemment. Donc c'est un abondement du CPF, donc du compte personnel de formation de chaque salarié qui n'aurait pas eu cet entretien. Et donc c'est un abondement de 3 000 € nominatifs. Alors, un petit focus sur la réforme 2014-2018. Concrètement, qu'est-ce qui a changé sur cet entretien professionnel et donc qu'est-ce qui aujourd'hui réellement il faut mettre en place? Donc en 2014, je vous ai remis le petit bout de la loi qui nous intéresse. Donc voilà, c'est à réaliser tous les 2 ans. Un bilan doit être réalisé au bout de 6 ans, donc un état des lieux. Et donc concrètement, il faut démontrer que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans, donc à partir du moment où il y a le contrôle, et à partir de 2014 bien sûr, et de ces 3 mesures suivantes. Donc avoir eu une formation, l'acquisition d'éléments de certification ou de qualification, donc c'est-à-dire un titre ou une certification de passation de formation. Et enfin, la progression salariale, c'est-à-dire tout simplement la rémunération, ou alors professionnelle, c'est-à-dire une montée en puissance, une mobilité interne dans l'entreprise. 2018, qu'est-ce qui change aujourd'hui avec la loi à venir? Tout simplement, le salarié doit bénéficier toujours de cet entretien tous les 2 ans minimum. Donc, c'est-à-dire que le salarié peut en faire la demande ou même voilà, le manager pour en réaliser un en plus. Et il doit avoir réalisé au moins une formation qui est autre que formation obligatoire pour son travail. C'est-à-dire que ça peut être une formation sur le savoir-être, skills. Ça peut être sur des hard skills, mais une vocation de poste. Alors, comparé à l'entretien d'évaluation annuel ou l'entretien annuel de progrès, donc tout simplement, il n'y a aucune obligation légale sur cet entretien. C'est une pratique qui est donc volontaire de l'entreprise. Elle est fixée généralement une fois par an et les objectifs sont multiples. Donc, on va avoir évaluation du travail, donc au niveau qualitatif, au niveau quantitatif, la progression des objectifs par rapport à l'année précédente N+1, les points positifs et négatifs. Donc là, on peut revoir par exemple au niveau de l'attitude, au niveau du travail. Voilà, il y a plein de choses à voir à cet aspect, au niveau du savoir évoluer, savoir-être, et refixer les objectifs, donc les objectifs toujours SMART. Voilà, donc pour tout ça, sachez qu'on peut également vous aider. On a des trames, on a des choses qui peuvent être faites et adaptées à votre entreprise ou également accompagner vos N+1 qui vont faire passer ces entretiens pour bien les réaliser et que ce soit quelque chose de réellement marquant et utile surtout à votre entreprise. Donc, c'est le moment de faire le point, de parler mobilité interne, promotion, revoir le salaire, les objectifs, la satisfaction ou encore le mécontentement du N+1 ou N+2 ou même autres collègues, comparé à l'entretien professionnel. Donc, l'entretien professionnel qui va être, si vous voulez, tous les 2 ans, mais il y a 3 grands
grand moment où le réaliser. Donc l'entretien professionnel donc classique tous les 2 ans ou à la demande, comme je le disais, qui va responsabiliser l'entreprise dans la montée de compétences, également dans l'employabilité de la personne, en fait, tout simplement. C'est pour ça que la loi est créée. Et facilitatrice, actrice même de la formation en France. L'entretien doit également être fait au moment d'un retour d'une longue absence du salarié. Donc, ça peut être après un long arrêt maladie ou par exemple un arrêt pour maternité, par exemple, qui est prolongé à 1 an. Voilà, ça va être des moments clés, on va dire, où la personne a été absente à un certain moment sur le poste, où il faudrait refaire un point au niveau des formations pour qu'elle soit apte à reprendre ce poste. Enfin, l'état des lieux, donc lui qui intervient au bout du 3e entretien, donc au bout de 6 ans, donc pour faire le bilan de ces entretiens. Et donc, on peut revoir évidemment la progression, la formation, les acquisitions d'éléments de certification qu'il aurait eu donc grâce à l'entreprise ou en dehors, on peut le prendre en compte également, la vérification des entretiens professionnels précédents et donc la formation, les formations qui sont également non obligatoires, pas que évidemment les obligations. Voilà, donc je vous ai mis un petit focus. Donc tout simplement, comme la loi elle est entrée en vigueur en 2014, il faut réaliser l'entretien de bilan avant le 31 juin 2021. Donc à vous de jouer. Cette fois-ci, le sondage est prêt. Quelle est l'affirmation suivante sur l'entretien professionnel qui serait fausse? Alors, je lance le sondage. Donc, la une, donc l'employeur qui licencie un salarié et a manqué à son devoir d'entretien professionnel risque d'être privé de cause réelle et sérieuse. 2, pour l'entretien risque des pénalités, l'employeur risque des pénalités s'il ne réalise pas d'entretien professionnel. Cependant, lui, le salarié ne risque rien s'il refuse de le passer. L'entretien professionnel doit obligatoirement être dissocié de l'entretien d'évaluation annuelle ou encore l'entretien professionnel doit être établi uniquement tous les 2 ans. Alors, laquelle de ces réponses est fausse? Je vous laisse donc cliquer. Donc, 1, 2, 3 ou 4. J'attends encore un petit peu avant de refermer le sondage et ensuite nous verrons tout simplement quelle est l'affirmation qui est fausse. Donc voilà, je ferme le sondage. Vous avez répondu en majorité sur l'employeur risque des pénalités s'il ne réalise pas l'entretien professionnel. Cependant, le salarié, lui, ne risque rien. Et on va voir ensemble si vous avez raison ou pas. Donc, l'employeur qui licencie un salarié et a manqué à son devoir d'entretien risque d'être privé de causes réelles et sérieuses. Donc, tout à fait. Et il peut y avoir des dommages et intérêts en sus. L'employeur risque des pénalités s'il ne réalise pas d'entretien professionnel, tandis que le salarié, lui, ne risque rien s'il refuse de le faire. Et oui, c'est tout à fait vrai. Donc, mieux vaut être pédagogue. Donc, pour ça, malheureusement, vous aviez faux. Donc, l'entretien professionnel doit obligatoirement être dissocié de l'entretien d'évaluation annuelle, absolument, étant donné que l'entretien professionnel est obligatoire alors que l'évaluation ne l'est pas et que finalement, ils sont complètement dissociés et ne voient pas du tout la même chose au niveau de l'objectif et du fond. Donc, l'affirmation qui était fausse était la dernière. Donc, l'entretien professionnel doit être établi uniquement tous les 2 ans. Donc, comme on l'a vu, il doit être réalisé tous les 2 ans, également à la demande et au retour d'une absence longue. Alors, l'attitude du manager 2.0, comment optimiser son entretien? Donc, on va avoir 5 phases primordiales à prendre en compte lorsqu'on est manager et qu'on estime vouloir manager son équipe au mieux. Donc, la préparation qui tout simplement va être l'organisation de l'entretien à l'avance. Évidemment, on ne va pas aller voir Jean-Jacques en lui disant « Allez, dans 2 minutes, entretien dans mon bureau. » Voilà, non, ça ne se fait plus. Choisir un créneau light pour le salarié, c'est-à-dire qu'on va éviter les horaires après repas ou alors très tard le soir, on va dire une demi-heure avant qu'il quitte le travail ou alors dès son arrivée au bureau.
on va essayer de prendre des horaires en milieu d'après-midi ou milieu de matinée, voire fin de matinée, mais pas après les repas en tout cas. Donc, sélectionnez votre horaire, comme je le disais. Évidemment aussi, hein, s'il y a des rendez-vous clients, par exemple, on ne va pas lui mettre juste avant s'il doit se préparer. Choisir une salle neutre. Donc, en effet, l'employé peut être impressionné si il doit avoir ce rendez-vous, par exemple, dans le bureau de son big boss. Donc, on va essayer de choisir une salle, par exemple, une salle de réunion, qui va être une salle dite neutre. Préparer une trame, un document ou des questions. Donc, évidemment, préparer quelque chose pour prendre, en fait, des notes, tout simplement. Penser semi-directif, c'est-à-dire lui laisser l'opportunité de s'exprimer, mais également prévoir des questions fermées pour avoir de réels résultats. Et enfin, anticiper et préparer ses arguments. Par exemple, si c'est un entretien de reclassement, c'est un entretien, on va dire, disciplinaire. On sait que la personne, généralement, va avoir du répondant sur certaines choses. Il faut préparer ses arguments pour parer, en fait, aux besoins, ses réactions. Donc, 2, le prélude de l'entretien, donc tout ce qui va venir entre la préparation et l'entretien. Donc, à l'arrivée du salarié, il faut donner le ton. Donc, on commence à parler tout simplement. Il va falloir lui parler de l'objectif de l'entretien, comment on va procéder. Par exemple, en entretien de recrutement, on va dire tout simplement « je vais me présenter, vous vous présenterez par la suite » et ensuite, il y aura la phase des tests, par exemple. S'il y a un suivi ou non de cet entretien, par exemple, l'entretien professionnel, on peut déjà parler de l'entretien dans 2 ans, s'il a besoin de faire un point, un suivi sur les formations. Et tout simplement ce que vous attendez du salarié. Si vous attendez à ce qu'il s'assoie, qu'il réponde juste aux questions et que ce ne soit pas ouvert, même si ce n'est pas forcément la meilleure technique, il faut quand même le préparer. L'attitude à avoir, donc tout simplement rechercher le dialogue, donc toujours le semi-directif, être à l'écoute, donc réellement à l'écoute active, pas seulement écouter pour pouvoir rétorquer directement derrière, écouter ce qu'il a à dire, essayer de le comprendre, donc être dans la compréhension plutôt que le jugement direct de la personne, poser des questions ouvertes, une seule à la fois, éviter les 3-4 questions qui arrivent bout à bout, savoir gérer les silences. Donc voilà, c'est tout à fait humain de vouloir combler les silences et de parler à tout prix. Mais la gestion des émotions et du stress, pouvoir marquer des temps de pause, de réflexion, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte également. Reformuler ce qu'il dit, ne pas couper la parole. Bon, ça, je pense que c'est un peu le respect de tout à chacun. Prendre quelques notes, donc rien que pour montrer qu'on a bien compris ce que la personne nous disait, qu'on le prend en compte, donc on prend des notes. Être assertif, c'est-à-dire ne pas se laisser marcher sur les pieds, mais ne pas non plus attaquer la personne en face à soi, rester soi-même, mais voilà, dans le recul. Avoir la tête froide, donc ça évidemment, essayer d'être professionnel jusqu'au bout et ne pas amener ses humeurs avec soi, et surtout être transparent. Donc voilà, le but de toute façon dans la bienveillance, c'est être transparent et ne pas mentir ou ne pas cacher des informations. La conclusion, donc rappeler que les engagements pris lors du début, la prélude ont été respectés. Donc nous avons fait le point sur telle et telle chose, voilà ce qui vous attend, etc. Récapituler les points essentiels qui ont été vus, retenus. Par exemple, si c'est sur des nouveaux objectifs, vous pouvez vraiment appuyer dessus. Demander au collaborateur son impression générale, donc tout simplement pour avoir son retour sur cet entretien ou sur le suivi à réaliser, et exprimer la vôtre. Tout simplement, si la personne est irrespectueuse face à soi, voilà, il ne faut pas rester là-dessus, il faut quand même exprimer son ressenti également. Et enfin, toujours remercier à la fin d'un entretien pour la contribution des échanges. Enfin, la dernière phase, le suivi. Donc, préparer la phase d'accompagnement et de suivi, prendre rendez-vous pour l'entretien suivant, ça c'est le top, on va dire, et concrétiser avec un sourire parce que ça ne mange pas de pain et que c'est toujours plus sympathique. Vous pouvez conclure également avec un petit échange informel si vous connaissez la personne, donc voilà, vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans les échanges et puis apporter quelque chose de positif finalement à cet entretien. Alors, tout simplement, je vous ai mis ici les 4 grands types, on va dire, de managers. En fait, le but aujourd'hui, ça va être de tomber pile au milieu. Voilà.
Donc, on a le directif qui laisse une très faible autonomie, qui va encadrer, qui va diriger, contrôler. Le persuasif, avec une faible autonomie, un peu plus quand même que le directif, qui va provoquer les réactions, les questions, qui est très pédagogue et centré sur le moyen terme, qui est plus focus sur le relationnel, avec une implication quand même très forte, à peu près comme le directif. Le délégatif, donc là, on va être très autonome. Il y a juste des définitions d'objectifs et un peu de contrôle, mais c'est plus à distance, on va dire, qui est focus tout de même sur le résultat par rapport au participatif, qui lui laisse quand même une autonomie. Des échanges d'égal à égal, avec de l'aide, on va dire, qui est focus sur le relationnel et qui va être plus distant, lui, par rapport aux autres. Donc, nous, on va rechercher vraiment aujourd'hui être au milieu, c'est-à-dire qu'on va être focus sur les résultats tout autant que le relationnel. On va être impliqué, mais pas non plus trop impliqué. On va laisser quand même une certaine part d'autonomie. Donc, ça peut être vague ce que je vous raconte, mais voilà, les résultats sont là et puis on va essayer d'articuler un petit peu ce management et puis comment se l'imprégner. Donc, seulement 57% des équipiers, des managers qui décident seuls pensent que leur manager essaie de trouver des solutions, alors que 80% des équipiers des managers qui décident de manière consultative pensent que ceux-ci essaient de trouver une solution. Donc, vous voyez un petit peu les différences d'opinion par rapport aux managers. Donc, ça a été fait sur une étude au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Donc, on arrive à notre partie 5, donc sur le management hybride, qui voilà, reflète un petit peu le fait d'être touche à tout au niveau des types de management et également qui intègre le management en présentiel et en distanciel. Donc, on va faire un petit focus aujourd'hui, étant donné que c'est d'actualité, sur le management à distance afin de renouer le lien lorsque le digital est au cœur de l'humain et puis pouvoir former les managers à cela. Donc, les attentes liées au télétravail aujourd'hui en 2021, donc petit rappel, donc l'amélioration des équipements, outils, de vos process pour gérer le télétravail, de la connexion à distance et un renfort informatique au besoin, donc renforcement des fonctions support, voilà ce qu'attend le collaborateur, un cadrage et de la communication et donc le lien social. Alors que les difficultés aujourd'hui qu'on trouve pour les managers, donc selon le baromètre annuel du télétravail de Malakoff Humanis, ça va être en grande majorité détecter les collaborateurs en difficulté. Évidemment, comme c'est à distance, c'est compliqué, d'où l'importance de bien encadrer, manager et de garder le contact. Gérer la fragilité des collaborateurs, donc c'est un petit peu lié par rapport aux difficultés à détecter ces fragilités. Le maintenir donc le lien au sein de l'équipe, diminuer les échanges informels, répartir la charge de travail, ne pas favoriser, défavoriser une personne ou encore adapter votre mode de management. Donc tout ça est réellement rattaché au management et à toutes les cartes en fait qu'on va pouvoir transmettre à CN+1 pour qu'ils accompagnent et forment et encadrent en fait leurs équipes. Donc le distanciel, on va faire donc le petit focus aujourd'hui. Alors pour qui? Donc tout simplement il va falloir fixer le cadre, tout simplement des personnes qui vont entrer dans cette méthode à distance, donc pour le télétravail. Il va falloir fixer un cadre au niveau de l'ancienneté, donc évidemment optimiser, je parle évidemment hors Covid. Pour optimiser le télétravail, on va choisir quelqu'un qui a une certaine ancienneté, qui va pouvoir être autonome justement sans être encadré en permanence. On va choisir les temps pleins, les temps partiels, si il y a des gardes ou non d'enfants avec des attestations sur l'honneur, par exemple, que vous pouvez utiliser. Les installations électriques, donc ça c'est très important par rapport aux assurances notamment. Donc pensez toujours à demander une attestation de l'assurance pour le télétravail de la personne et le mieux vérifier les installations électriques parce qu'après si par exemple un incendie se déclare, vous pourriez être mis en cause. Donc les NTIC, donc les nouvelles technologies informatiques et de communication, donc tout simplement pour garder le lien. Donc ça, il faut optimiser en fait la digitalisation et puis penser par exemple à faire des forfaits
pour le télétravail. Donc, parce que évidemment, je pense que vous avez dû le voir, pardon, jusqu'à maintenant avec tous les webinaires et toutes les choses qu'on voit sur le télétravail. Mais il faut en fait rémunérer les salariés qui sont en télétravail, et donc une option de forfait est quelque chose de plus facile à gérer, on va dire, que de contribuer à certaines factures ou charges de la personne. Enfin, le plus important, on va dire, ça va être d'accorder de la confiance pour les personnes qui sont en distance. Ça ne sert à rien d'envoyer quelqu'un en télétravail si on n'a pas confiance. Et n'hésitez pas à le faire, car de toute manière, vous pourrez rappeler un salarié en présentiel à tout moment, simplement en justifiant, en fait, tout simplement. Si la personne n'a pas garder le travail qualitatif de base, par exemple, ou quantitatif, on peut le rappeler à tout moment sans problème, avec juste une petite justification. Donc, on parle aujourd'hui de distanciel beaucoup, mais il faut penser au présentiel, surtout en ce moment, avec l'assouplissement de toutes les mesures Covid et donc le retour au bureau. Ici, vous pouvez voir, donc, selon Statista, donc, qui a été réalisé donc, en mi-mai 2020, tout simplement, des personnes qui revenaient déjà au bureau. Donc aujourd'hui, presque un an après, on imagine la proportion de personnes qui est physiquement présent sur le lieu de travail, et donc il faut aussi penser à eux. Et le management hybride, ça va être vraiment de démocratiser ces distances et l'utiliser favorablement comparé à ce qu'on peut voir actuellement dû au Covid. Donc, je vous ai fait un petit tableau tout simplement pour voir quand utiliser le distanciel et comment optimiser son présentiel. Donc, le distanciel, ce qu'on peut prévoir et ce qui est finalement assez utile, ça va être pour toutes les tâches individuelles, forcément. Les travaux de projets communs, mais qui ont déjà, si vous voulez, été lancés pour pouvoir continuer. Donc ça, il n'y a pas de problème. Dès que c'est prédéfini et validé, aucun souci. Utiliser le temps pour des missions de réflexion et d'analyse, étant donné qu'on est seul chez soi et normalement qu'on a un cadre assez calme, un cadre favorable pour le travail. Ça peut être même plus intéressant en distanciel qu'au bureau, lorsque l'on est dérangé par la sonnerie du téléphone, par des clients ou autres. Et également, ça peut être très utile pour prendre du recul sur ses missions, sur ses objectifs, sur voilà, plein de choses que vous pouvez intégrer d'ailleurs pour les entretiens, les formations. Alors, comment l'organiser? Donc, avec un planning défini des jours télétravaillés, des outils, donc toujours la digitalisation qui est indispensable pour le télétravail, un suivi strict avec des bilans, donc par exemple faire un bilan au bout d'un mois de télétravail pour voir comment ça se passe, si tout est optimum pour qu'il puisse travailler, s'il a besoin de matériel ou de formation, d'ailleurs, par exemple, de la sensibilisation aussi aux risques psychosociaux ou aux troubles musculo-squelettiques, également l'ergonomie, comment il se poste, comment il est assis voilà, chez lui. Et donc, le but, faire des points réguliers en télétravail. Alors qu'en présentiel, ce qu'on va prévoir, donc, c'est des échanges sociaux, évidemment, forcément le lien social, la collaboration, donc et le travail de groupe, notamment pour tout ce qu'il y a en amont et en initial d'un projet qu'on veut lancer, avoir différents points de vue, une stratégie globale, tout ce qui va être lié à la mobilité interne, ça va être beaucoup plus marquant d'être en présentiel que d'en parler à distance qui ne va être pas en face à face. Et en fait, tout ce qui va concerner la nouveauté, l'innovation. Il va falloir ancrer cela, donc il faut vraiment que ça percute, et donc en présentiel, c'est toujours plus percutant en fait qu'à distance. Donc, ce qu'on va privilégier pour ce mode présentiel, ça va être fixer des rendez-vous par équipe ou l'ensemble du personnel, les réunions importantes, comme je le disais, pour percuter, et puis tout ce qui va être lié en fait aux objectifs, à l'information, la promotion ou encore le recadrage. On arrive à notre partie donc 6 avec nos conseils pour une expérience collaborateur réussie. Alors ici, je vous ai mis un petit, un petit focus, un petit global sur l'essentiel d'un management, d'un bon management
de projet d'équipe. Donc, où vous voyez en fait les conditions à prendre en compte, c'est-à-dire l'équipe en elle-même, hein, donc les personnalités, les générations qui composent mon équipe, la stratégie, donc la stratégie, on va dire, de l'entreprise globale, mais également de mon équipe, le secteur d'activité qui va être régulé hein, au niveau législatif, mais également, hein, on peut avoir des limites par rapport à notre secteur d'activité. Et la culture d'entreprise, donc tout simplement l'engagement. Vers quoi mon entreprise est engagée, vers quoi elle tend à être. Les éléments de paramétrage, donc tout ce qui va un petit peu limiter, cadrer ce projet, donc le capital humain, l'environnement, le temps, voilà, donc poser bien des deadlines, la communication, les technologies, la RGPD, donc qui nous limite ou nous aide à aller plus loin, les ressources que l'on a actuellement ou celles qu'on aimerait avoir, le règlement interne, hein, tout simplement, ou alors dans notre convention de notre activité, et la gestion des compétences. Donc, ce que l'on va faire également, si une personne va passer dans une autre équipe, forcément, il faut le prendre en compte. Et enfin, donc, la gestion en elle-même du projet. Donc, on va planifier, objectiver ce projet, faire un suivi avec des projections dans le temps, l'innovation, le développement, donc qu'est-ce qu'on va innover, qu'est-ce qu'on va développer, et donc la gestion du changement, amener ce changement au sein de notre équipe, mais également sur toute l'entreprise. Donc, au-delà, qu'est-ce qu'on peut réaliser au-delà de ces entretiens obligatoires, des entretiens qui ne le sont pas, mais finalement sont déjà mis en place dans mon entreprise. Donc, ce qu'il faut retenir et ce qu'on peut rajouter à tout cela, ça va être réaliser des points réguliers avec l'ensemble des équipes sur l'actualité. Donc, par exemple, des flash news, tout simplement, flash actu, qu'on peut réaliser, par exemple, une fois par mois sur l'activité. Organiser des réunions entre les équipes, tout simplement, hein, voilà, pour qu'elles puissent échanger sur les problématiques, qu'elles puissent s'aider sur des choses et résoudre des problèmes, aborder différents thèmes, donc que ce soit au niveau de la stratégie de l'entreprise, les nouveaux projets, les services qui ont été améliorés ou ce qu'on apporte comme amélioration, résolution de problèmes, jauger l'ambiance également, qui peut être très appréciable pour les équipes. En transparence la plus totale. Donc ça, j'insiste dessus, c'est vraiment le management actuel, donc être transparent et communiquer. Être accessible, donc le mieux, laisser sa porte ouverte et puis être même d'une attitude, on va dire, où on est abordable. Et enfin, rester professionnel, donc ça par rapport aux humeurs, évidemment, hein, chacun est comme il est, on essaie de rester objectif. Donc, le plan de formation, sensibilisation et prévention peuvent vous aider également, peuvent être un point très important sur le management pour l'engagement hein, des collaborateurs. Alors, vous pouvez, comme on a parlé un petit peu auparavant au début de ce webinaire, télécharger notre kit des bonnes pratiques du management bienveillant 2021, où là, on a vraiment fait un focus sur ce management et on peut vous apporter de réels outils, donc des plannings, les entretiens fixés et également les tendances actuelles très, très détaillées. Donc, je vous laisse le télécharger. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter, on vous l'enverra par la suite. On arrive à notre partie donc 7 sur les tendances actuelles avec un focus sur les nudge management. Donc le mot-clé aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est donc la bienveillance dans le management. On va avoir différents types et techniques de management 2.0, donc le lean management, le mind mapping, la digitalisation et les nudge management que nous verrons plus en détail ensemble. Donc, par exemple, la digitalisation, évidemment, qui revient à toutes les bouches, on va dire, en entreprise. Le mind mapping, qui va être un système de cartographie. Le lean management sur vraiment le learning, on va dire, sur l'apprentissage, voilà, l'immersion de la personne. Et donc, les nudge management que nous verrons juste après ce dernier petit sondage que je vais de suite vous lancer. Normalement, c'est parti. Donc, vous n'avez juste qu'à cliquer sur oui ou non.
Alors, connaissez-vous la méthode des nudge management? Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Est-ce que vous le pratiquez? Je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Et donc, je vais fermer ce sondage. Donc, vous avez répondu pour la majorité, non, vous ne connaissez pas les nudge management. Moi, ça m'arrange, je vais pouvoir vous le détailler très simplement et rapidement. Donc, Richard Taylor, qui a l'initiative de ce mouvement de ce management, en dit en fait que ça découle de l'analyse des mécanismes psychologiques et sociaux à l'œuvre dans les décisions des consommateurs ou des investisseurs. En réalité, ça va être le fait de comprendre l'interlocuteur et de lui initier une idée qui va suivre, étant donné qu'il pensera que cela vient de lui. Donc, on va l'expliquer un petit peu plus profondément pour comprendre. Le nudge, qu'est-ce que c'est? Donc, coup de pouce en français, la théorie du coup de pouce. Donc, c'est une opposition au système de récompense-effort de Sigrist. Donc, pour petit rappel, Sigrist, la balance, il faut imaginer une balance. Donc, d'un côté, on aurait les efforts, de l'autre côté, la récompense. Et donc, il va falloir trouver un équilibre. Donc ici, non, c'est pas du tout le cas. Donc ça va être en opposition à cela, étant donné qu'on va essayer d'insuffler l'idée à la personne elle-même qui va suivre le chemin naturellement. Donc il ne va pas penser aux récompenses ou aux efforts. Donc l'analyse du système de réflexion de la personne, donc ça on le verra un petit peu plus tard avec certains biais cognitifs pour, on va dire, diriger, orienter la personne vers la voie que l'on veut qu'elle suive. Le management d'orientation, donc là, comme je viens de l'évoquer. Et donc, c'est une technique originale et peu coûteuse. Pour vous donner un petit exemple, pareil, ce qu'on peut voir, c'est beaucoup utilisé en fait en politique et donc sur tout le marché public. Par exemple, vous pourrez voir à Paris, il y a déjà des choses qui sont faites, des pas verts au sol. Quand vous voyez ces pas, cela veut dire que ça vous amène à une poubelle. Donc forcément, une fois qu'on verra les pas au sol, il y en a qui vont s'amuser à marcher dedans, qui vont les amener à la poubelle, et donc on saura qu'une poubelle n'est pas loin, et donc on va aller déposer son objet dans la poubelle. Ou alors des poubelles avec des formes de requins, avec la bouche ouverte, donc ça va nous donner envie de s'amuser, et puis donc de remplir des fonctions au final éco-responsables. Donc, les facteurs d'influence qui sont retenus dans cette méthode des nudge management par Kahneman Daniel, selon son ouvrage donc, Behavior Economics, donc le comportement économique, le comportement du consommateur. Donc, il va y avoir différents biais cognitifs. Donc, tout d'abord, l'environnement. Comme on le disait en début de ce webinaire, l'adaptation, la résiliation que l'on a interne à l'intérieur par rapport aux mutations et aux changements en fait de notre environnement. Donc, l'environnement nous a modulés pour devenir ce qu'on est. Et donc, si on le prend en compte, on peut comprendre nos réactions et anticiper notre expérience, donc par rapport à l'apprentissage que l'on a eu, donc en anticipant comment on pourrait réagir. Nos émotions, donc ça c'est peut-être la chose la plus difficile, mais voilà, selon si la personne est colérique, si la personne a peur facilement, c'est des choses à prendre en compte. Et également, il est plus difficile d'éliminer un préjugé que de diviser un atome selon Albert Einstein. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Les préjugés que nous avons en soi de par la société et également les mœurs, la culture de notre nationalité vont faire que si l'on prend l'ensemble de ces combinaisons en compte, on peut diriger plus ou moins les personnes toujours à les amener sur la voie que l'on veut pour les manager efficacement. Donc, le saviez-vous, 95% du temps, nos décisions ne sont l'œuvre que des automatismes de notre cerveau. Donc, ça expliquerait pourquoi les nudge management sont si importantes et se développent de plus en plus. En fait, on a deux systèmes de pensée selon cette méthode. Donc, on a l'aspect instinct-intuition à 95%, donc irrationnel en réalité, qui est donc en pilote automatique par rapport au biais cognitif que nous avons pu voir un petit peu plus tôt. Donc, c'est inconscient, ça va être un choix très rapide et une association d'idées par rapport à nos expériences et notre biais cognitif.
Voilà. Et donc, elle est intuitive, émotionnelle. Et le deuxième système qui, lui, va être rationnel et qui est réalisé que 5% du temps. Donc, ça va être un effort intense de réflexion. On va être indécis, on va réfléchir. Paresseux, logique et donc beaucoup plus lent que le premier. Donc, on peut penser qu'à 95% du temps, si on utilise cette méthode, on va réussir à avoir le résultat que nous voulions. Mythe ou réalité, me diriez-vous? Donc, j'ai voulu vous mettre un deuxième petit résultat des nudge management. Donc, c'est l'aéroport d'Amsterdam qui a mis ça en place. Donc, en fait, ils avaient beaucoup de temps de nettoyage dans leurs toilettes publiques. Voilà, de ce que j'avais vu, voilà, il y en avait un peu partout. C'était très compliqué, notamment chez vous, messieurs. Donc, ce qu'ils ont fait, ce que vous voyez sur cette image, c'est qu'ils ont collé tout simplement des mouches au fond des urinoirs, des stickers de mouches, et ils ont réalisé moins 80% de temps de nettoyage. Donc c'est quand même énorme pour cet aéroport, et donc ils continuent d'ailleurs les nudge management. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Le management du changement permet de recentrer et remobiliser ses équipes tout en les aidant à devenir résilients. Donc ici, vous pouvez voir un arbre très résilient qui prend en compte le changement. Donc ici, le panneau qui l'intègre même à lui. Donc c'est révélateur d'un comportement résilient. La nouvelle génération XYZ, donc qui a des nouveaux besoins, donc la génération du bien-être au travail qu'il faut prendre en compte, assimiler pour pouvoir pérenniser et se développer. L'entretien professionnel qui est obligatoire à réaliser minimum tous les 2 ans et donc sur tout ce qu'on a pu voir également, où il faut soit réaliser une formation non obligatoire, soit prendre avant la réforme de 2018, donc à la base 2014, donc au moins 2 des 3 actions, donc formation, acquisition, certification, ou encore une progression salariale ou professionnelle dans votre institution. L'entretien d'évaluation qui est à dissocier de l'entretien professionnel, qui est facultatif mais nécessaire, comme tous les entretiens que les managers exécutent auprès de leurs équipes. Le manager 2.0 doit adopter un mode hybride combinant présentiel et distanciel aujourd'hui. Le management bienveillant tend à se généraliser, comme les nudge management qu'on a pu expérimenter un petit peu tout à l'heure. Donc, je vais laisser la main maintenant à Muriel pour terminer sur ce webinaire. Merci Lisa pour cette présentation qui est très riche. Le nudge management, notamment, je pense que beaucoup d'entre les personnes ne connaissent pas, donc c'est vraiment intéressant. Alors oui, l'offre de lancement, donc par rapport à tous ces accompagnements RH que l'on peut faire auprès de vous. Voilà, donc en fait, ce qu'on propose aux personnes qui ont participé à nos webinaires, alors il en reste encore un la semaine prochaine, mais en tout cas, si vous avez participé à nos webinaires, on vous propose de nous appeler pour caler un rendez-vous téléphonique gratuit, voilà, avec Lisa ou moi, pour évoquer avec vous sur quel sujet vous auriez besoin éventuellement d'un accompagnement et faire un point avec vous. N'hésitez pas, on est là pour vous. Et donc, vous allez recevoir, comme disait Lisa, le kit de bonnes pratiques management bienveillant. Je pense que vous l'avez tous téléchargé. Dans la partie droite de l'écran, vous avez avec la petite flèche orange, en bas, documents à distribuer. Vous pouvez télécharger directement ce document. Donc, profitez. Alors, on va passer, voir si vous avez des questions. Donc, je vais regarder. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Alors, j'ai une personne qui dit, mais alors c'est formulé de cette façon-là, en gros, on parle de pénalité quand l'employeur ne mène pas ses entretiens professionnels, mais comment faire? C'est ça, comment faire si le salarié ne veut pas passer son entretien professionnel?
Alors, oui, tout à fait. Donc, comme on le disait, hein, l'employeur risque des pénalités s'il ne met pas en place ces entretiens et puis après tout ce qu'on a pu voir qui en découle. Euh, Tout simplement, il faut, je pense, informer le salarié sur les bénéfices en fait que l'entretien professionnel peut avoir sur lui et sur sa carrière. Donc, l'informer également sur tous les dispositifs qui existent aujourd'hui. Et puis après, logiquement, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant, étant donné que ça va lui apporter de nouvelles compétences. Et donc, à partir de là, n'importe quel être, on va dire, doté d'intelligence, comprend et puis viendra, je pense, volontiers à cet entretien. Mais surtout insister sur le fait que ce n'est pas de l'évaluation, mais que ça va porter sur les formations, le suivi, le bilan des formations et puis également sa progression au sein de l'entreprise. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose, Muriel. Oui, alors après, c'est vrai que si vous avez quelqu'un de particulièrement résistant qui veut vraiment pas du tout venir, moi je vous encourage vraiment à tracer le fait que vous avez invité le salarié, alors soit par mail, mais que vous ayez une trace écrite, et même à la limite, s'il refuse, d'avoir une trace écrite comme quoi vous l'invitez et que lui refuse de venir à cet entretien-là. Au moins, en tant qu'employeur, ça vous couvre, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas la non-réalisation, elle n'est pas de votre faute quelque part, quoi. Voilà, je pense que c'est important. Oui. Alors, il y a d'autres questions. Alors, il y a une question, Lisa, sur plus la question du management. Je crois que c'est par rapport à un moment, tu évoquais si le management bienveillant, les attitudes de manager, qu'est-ce qu'il faut faire si le manager ne change pas d'attitude? Donc, j'imagine que c'est par rapport à une attitude qui n'est pas dans la bienveillance, pas dans la veine de ce que tu disais. Oui, d'accord, par rapport peut-être aussi, il refuse de se remettre en question par rapport à la nouvelle génération et les nouveaux voilà. Tout simplement, là, ça va être encore une fois hein, toujours une histoire de communication, d'explication. Après, voilà, il y a deux types de personnes. Si vraiment la personne est récalcitrante et qu'elle n'est pas leader en elle-même, ça, c'est une autre question. Si c'est seulement peut-être une peur d'avancer, de changer, qu'on se dise, voilà, comme je vous disais en début de webinaire, que ça se passe bien jusque maintenant, alors je ne vois pas l'utilité. Là, tout simplement, lui exposer les bénéfices, peut-être réunir également son équipe pour qu'elle puisse lui en parler elle-même et puis l'aider tout simplement, lui apporter les cartes pour pouvoir appliquer ces méthodes et puis lui parler en fait selon ce qu'il est en fait au sein de l'entreprise. C'est quelqu'un de plutôt technique, on va lui proposer ça en forme, on va dire, d'instruction, par exemple, pour lui faciliter la compréhension et qu'il puisse l'appliquer simplement. Voilà. Ok. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, n'hésitez pas, là, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. D'accord. Bon, de toute façon, je pense que là, on arrive au bout au niveau du temps. Donc, si vous avez d'autres questions, on vous invite à nous envoyer un mail directement. On pourra y répondre avec plaisir ou tout simplement, comme Muriel lui disait, nous appeler pour un échange gratuit. Alors, prochain webinaire la semaine prochaine sur la thématique. Ça rebondit, je rebondis sur une diapo que tu as donnée, Lisa, sur la formation continue, développer les compétences des salariés. On voit que c'est une attente sur les générations qui arrivent, qui sont sur le marché du travail, les plus jeunes notamment, de pouvoir progresser et puis apprendre vraiment tout au long de la vie. Donc, on abordera cette thématique-là la semaine prochaine. Voilà. Voilà, pour entretenir et développer les compétences de vos salariés, un levier de performance pour vos entreprises, comme Muriel a pu vous le dire à l'instant. Voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous voulez revoir en replay, il n'y a pas de problème, il suffit de s'inscrire. Et puis nous, on vous laisse là pour aujourd'hui. On se rejoint la semaine prochaine, même heure, même jour, donc le mardi à 13h. On vous remercie. Bonne journée. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.